Oui, alors Vénus Express n'a pas fait de belles images du pôle Nord, mais a pu l'observer sur une trace. C'est-à-dire au pôle Nord, les caméras ne voient qu'en quelque sorte un fil de très faible largeur autour du pôle Nord. On a quand même pu de cette manière-là montrer que le vortex polaire existait bien au Nord, comme il avait été observé par Pionnier Vénus. Simplement, on n'a pas pu l'étudier autant en détail. Et sa forme bizarre, il y a aussi un vortex sur Saturne. Vous vous rappelez en forme d'hexagone. Tout à fait, oui. Pourquoi la différence? Alors, il semble qu'un analogue de la circulation météorologique, bien connu des météorologues, ce sont des observations, des expériences en cuve en rotation. On met un fluide on est dans un cube, plusieurs mètres de diamètre, on fait tourner tout ça, et on peut montrer qu'à condition d'avoir un fond incliné sur cette cube, on a des analogues très bons de la météorologie des planètes en particulier. Alors, suivant les régimes de rotation, j'ai un chercheur, un collègue de l'université d'Oxford, Peter Reed, qui a montré que suivant ce qu'on mettait comme paramètre de rotation, on arrivait à former des vortex multiples et avec une multiplicité justement variable, depuis l'hexagone jusqu'au dipôle de Vénus en fonction de la rotation. C'est probablement l'explication. Des questions? Oui, alors allez-y, parlez fort, je m'excuse. Oui, est-ce qu'on suppose qu'il y a une tectonique des plaques ou quelque chose qui y ressemble? Alors apparemment pas, ça c'est Magellan qui a montré, plus avec Vénus Express, mais Magellan a bien montré qu'il n'y avait rien qui ressemblait aux rifts terrestres et aux limites de plaques. Donc l'idée est qu'aujourd'hui au moins, on a le climat actuel, bien sûr, qu'aujourd'hui au moins, Vénus est une planète à une seule plaque. Ce qui veut dire que la convection se passe très différemment pour évacuer la chaleur, comparé à la tectonique terrestre. Dans le papier que vous nous avez remis, on parle de 500 millions d'années pour la configuration actuelle. Oui, c'est ce qu'on pense. À quoi seraient dues les modifications qui font que... là, évidemment, c'est des modèles de convection, mais donc, la chaleur s'évacue par convection, c'est un mouvement de fluide. Ce qu'on dit fluide, en réalité, il s'agit de solides. Ce sont en réalité la convection de solides est extrêmement lente à l'échelle de centaines de milliers d'années. Et si la chaleur a du mal à s'évacuer, ce qu'on voit dans des expériences de laboratoire, c'est qu'on peut avoir un état assez stable pendant assez longtemps. D'un seul coup, la chaleur n'arrive plus à s'évacuer, passe un certain seuil, et il y a un bouleversement complet de la surface, un resurfacing, comme on dit en anglais. Et on pense que c'est peut-être ce qui s'est produit il y a 500 millions d'années, donc le dernier épisode d'un mouvement de convection sporadique. Avec des volcans? Avec des volcans, et même, bien sûr, des volcans. Moi, j'ai lu dans quelques revues spécialisées qu'on pensait avoir trouvé des traces de lave. C'est vrai? Oui, alors des laves, oui, bien sûr. Des laves récentes, je veux dire. Alors, c'est probablement l'article que j'ai montré, qui est des laves récentes, mais très probablement pas chaudes au sens qui viennent d'être formées. Ce n'est pas une hypothèse qu'on peut exclure, hein. Comme je l'ai dit, on a en fait produit deux paramètres, l'émissivité et le flux thermique. Donc, ce qui varie, ça peut être soit le flux thermique, parce que c'est la température qui varie, soit l'émissivité. On n'a pas le moyen de discriminer. Disons que le plus probable, c'est que c'est l'émissivité et donc l'ancienneté de la lave et non pas sa température. D'autres questions? Oui, allez-y. Oui, je reviens à la comparaison entre la photo Magellan et la photo Vénus Express. Parce que c'est très frappant, il y a beaucoup d'endroits qui sont très semblables et puis deux endroits très différents. Vous avez expliqué ça par le volcanisme. Mais est-ce que c'est vraiment l'idée de fond la seule? Alors, je vais vous la retrouver. C'est ça, oui. Alors, les différences, bon, il faudrait remettre l'échelle de couleur. Elles ne sont pas si grandes que ça. En termes de... ça peut s'expliquer avec des variations donc, de l'émissivité qui sont de... Dans la grande zone rouge. Il y a deux ellipses qui sont...
Donc là, bon là, il faudra que je vous renvoie aux articles spécialisés, hein, parce que là, c'est un peu trompeur, ces histoires de fausses couleurs qui mettent des seuils pour visualiser au maximum les différences. Mais ce qui est certain, c'est que les écarts sont réels, ça, il n'y a aucun doute. Quantitativement, ils ne sont pas si importants que ça, mais ils montrent bien que l'altitude, c'est-à-dire si on prend une surface homogène, uniforme, avec ces variations d'altitude, on n'obtient pas ce qui est observé. Donc il y a des variations qui, comme on le pense, sont des variations d'homogénéité de la surface. Je mettrai dans le compte-rendu les références de l'article et M. Drossard nous donne sa présentation donc, dans quelques jours. On la mettra en ligne sous le mot de passe comme d'habitude. Hein. D'autres questions? Moi j'en ai une. On envisage sérieusement une mission pour se poser et rester plus que quelques heures. On a la technologie pour ça? Oui, la technologie, elle existe. C'est pas si extraordinaire que ça. Simplement, 500 degrés. Oui, ça veut dire qu'il faut il faut réfléchir. Donc il vous faut un générateur nucléaire, parce que là il vous faut la puissance. Donc il vous faut un générateur nucléaire avant. Des matériaux qui tiennent à 500 degrés, 500 degrés, c'est pas 1200 degrés non plus. On connaît. Bon, l'électronique, bien évidemment, on ne fait pas fonctionner à 600 degrés, quoiqu'il y a quelques composants qui peuvent permettre de faire une électronique vraiment très basique. Mais l'essentiel, donc la sonde est dans une cocotte minute à l'envers, en quelque sorte, qui refroidit l'ensemble de la sonde et qui ne sortent que quelques capteurs pour aller voir ce qui se passe. Voilà, je continue dans le délire. Des hommes sur la Vénus, non, jamais. Ah bah si, vous avez dû voir ça dans la presse il n'y a pas très longtemps, mais bon, je dirais que ça, c'est des élucubrations qu'on voit passer périodiquement dans les annonces. Enfin, pourquoi pas, hein, mais là, pour le coup, vous multipliez par 10 la mission martienne. Madame. En parlant de surface, je n'ai pas compris à quoi ressemble la surface au sol de Vénus. Ah, bah, je vais vous montrer. Est-ce que on a une bonne cartographie ou alors, on a une cartographie d'en haut hein, qui montre les montagnes. Et autant on nous montre Mars, autant on ne voit jamais Vénus. Et parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hein, voilà. Mais voilà, bon, elles ne sont pas hyper précises. Ce sont ces deux images-là, ce sont des panoramas pris par les sondes Vénéra 13 et 14. Que vous pouvez trouver, qui ont été d'ailleurs retravaillées tout récemment. Oui, elles sont très belles. Il y a un Américain qui les a retravaillées. Je les mettrai dans le compte-rendu avec des références. Elles sont vraiment bien. Je crois même qu'il y en a un qui les a redressées. Hein, oui, elles sont maintenant, on l'a, parce que là, ce qu'on voit, c'est du fichaille. Exactement, c'est un fichaille. On voit l'horizon à gauche et on voit le petit, je ne sais pas si vous voyez bien ce petit truc-là, c'est le capot de la caméra. Oui. Qui a posé bien des problèmes lors des premières missions. Puisqu'il y avait tellement de pression sur Vénus que le capot, il n'arrivait pas à s'éjecter. On a même une autre. Cette sonde-là a fait un sondage de la résistance du sol avec un piton et sur Vénéra 13 et 14. Et il paraît que sur Vénéra 14, le piton s'est enfoncé dans le capot qui venait d'être éjecté. Il n'y a pas eu une sonde, justement soviétique, où le parachute s'est posé sur la sonde elle-même? Ça dit vraiment quelque chose. C'est pas sur Vénus, parce qu'en réalité, vous savez, sur les sondes Vénus, il n'y a pas besoin de parachute. Non, si vous regardez les sondes Vénéra, elles ont. C'est un volant, c'est comme de la plongée sous-marine, hein, il n'y a pas de parachute. Bon, mais c'est arrivé à une sonde, ça, je crois. Mais sur Mars, elle se pose et puis le parachute tombe, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on connaît la vitesse des vents sur Vénus? Oui. Dans la courbe que j'ai montrée, là, on est à 100 mètres par seconde en mètrographe. C'est du vent, ça. Oui, c'est des vents. Bon, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, on remercie beaucoup Pierre Drossard. Et je vous donne donc rendez-vous le mois prochain, le 11 février,
avec François Boucher qui nous donnera vraiment les tout derniers résultats de plan, en espérant que ce soit aussi les tout derniers sur la polarisation et tout ça. Donc, bonne soirée, réservation à partir de demain.